Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir un auteur que j'ai rencontré au Festival Alterfiction, Lionel Tardy. Bonjour Lionel, bienvenue. Salut Catherine, salut Cyril. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à vous pour l'invitation. Ça va être un épisode très chouette, on a plein de questions. Un épisode de 2h45, c'est de 2h40, c'est probable. C'est ça, tu commences à bien nous connaître, ouais, c'est bien. Ouais, donc effectivement, on s'est rencontrés au Festival Alterfiction en novembre 2023. On était camarades de tablée, on va dire. On avait les livres qui étaient accolés. Un peu côte-côte, ouais. Et moi, j'ai été attiré par d'abord la couverture du bouquin, avec les illustrations de Sandrine, on va y revenir. Et puis, quand tu le feuillettes, tu découvres le texte qui est magnifiquement illustré, avec plein d'illustrations, justement, en pleine page, couleurs qui sont superbes et qui attirent beaucoup. Ça m'a tout de suite intéressé, puis on a commencé à discuter de comment tu avais fait, etc. Et je me suis dit, à ce moment-là, que j'allais proposer à Catherine qu'on t'interviewe pour voir ce process, pour voir un petit peu tout ça, ce qui a permis de générer tout ce projet. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles tu es là. Yes. On va essayer de garder une certaine structure dans l'épisode. Et puis on est toujours très structuré en général, donc ça ne devrait poser aucun problème. Et, est-ce que tu commencerais par te présenter ? Oui, voilà. Peut-être ? Volontiers, ouais. Alors, je m'appelle Lionel Tardy, je suis un presque quarantenaire développeur web et écrivain. Plus développeur web qu'écrivain, hein, comme chacun d'entre nous. Il faut commencer par le commencement. Ça changera bientôt avec le Goncourt. Voilà, et la série Netflix. Et les 200 000 exemplaires, comme nous en avons parlé en off. Évidemment. Voilà, on a fait le tour. Et puis, quand je ne suis pas en train de taper des lignes de code pour développer des sites, j'écris depuis longtemps des jeux de rôle, etc. Puis, depuis quelques années, des romans. À côté de ça, je suis un bon geek qui se nourrit passablement de jeux vidéo, d'animés et de beaucoup de livres aussi. Alors des romans, mais le roman pour lequel on t'invite notamment, qui est donc, on le rappelle, Terre sauvage, les aventures de Kanako Comment on prononce ? Sawada, non parce qu'on ne sait plus, à la Suisse ou voilà, c'est ça. Alors, Kanako Sawada. J'ai un problème. J'aurais le droit de le dire que j'ai un problème avec les noms. C'est vrai, je ne l'ai pas noté dans le script, mais je le dirai. Dans le tome 2, ils s'appelleront Marcel et Jean-Claude. Mais je te remercie. Puis il y aura une spéciale dédicace. J'aurai mon exemplaire à moi. Non, parce que pour rien vous cacher, c'est un peu compliqué, hein, les noms japonais. Ils s'appellent tous pareil. Tu veux la version suisse, en fait ? Oui, c'est ça. Alors attends, parce que j'ai perdu du coup le fil. Ça y est, c'est fini. Je suis désolée. Donc j'allais dire, ce roman-là, c'est ton premier roman publié, c'est juste ? C'est mon premier roman tout court et mon premier roman publié. Aux éditions Favre. Voilà, comme on le disait en off, j'avais écrit d'autres choses, des livres de jeux de rôle, etc. Mais où tu es beaucoup plus dans du manuel, dans du world building, où l'aspect en fait... Il y a l'aspect conception d'un univers, mais tu n'as pas l'aspect narratif. Puisqu'en fait, dans le jeu de rôle, l'aspect narratif, c'est quand tu te retrouves autour de ta table avec tes potes, tes chips et ton coca, et que tu passes la nuit à te raconter une histoire. Donc voilà, c'est la première expérience vraiment d'écriture de roman. Alors, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de la genèse de ce roman, est-ce que tu veux bien nous le pitcher en quelques mots ?
Alors, les aventures de Kanako Sawada, ça se profile comme une saga, une jusqu'à ce que j'en ai marrologie, comme j'appelle ça. J'ai pas prévu de nombre de tomes ou autre. Après, on m'a dit qu'une saga en dessous de 4, c'est pas possible, donc il va falloir que je m'accroche un peu. Bon, il y a au moins faire 4 tomes. Il y a le concept des trilogies qui quand même a fait ses preuves. Sauf que la jusqu'à ce que j'en ai marologie n'a pas une trilogie. Voilà, a priori, tu as un début, une fin. Là, pour l'instant, je pense qu'on y reviendra dans l'histoire de l'architecte et du jardinier. Mais... C'est ça, on s'autotise. J'aime bien cet épisode de 2h45. Pour pitcher l'univers, c'est... voilà, en 2040, tu as toute une série de catastrophes climatiques qui mettent fin à la civilisation moderne. C'est pas la fin du monde, c'est la fin de la civilisation moderne, avec toute une période d'une vingtaine d'années de guerres, de conflits, etc., qui débouche en fait sur un calcul assez simple, c'est 95% de la population humaine qui est loin. Si ça ressemble pas à la fin du monde, un petit peu quand même. Bon, ça fait 95%, ça fait encore quand même plusieurs centaines de millions de personnes qui sont là, qui restent, dizaines de millions, ça fait quand même du monde. Bref, et donc un peu partout à travers le monde, bien sûr, il y a des survivants. Au Japon, tu as une société qui parvient, sous l'impulsion de l'empereur de l'époque, à survivre, et même faire plus que survivre, en fait, à se reconstituer et à parvenir à recréer ce qu'ils vont appeler le nouvel empire du Japon, c'est la taille de la Suisse romande, hein, soyons modestes, 2 millions et quelques d'habitants, mais à recréer une société qui fonctionne avec des principes, avec un niveau de développement qui va de 1900 à 1980 à peu près. Il n'y a plus de pétrole, donc il n'y a pas de voiture, mais l'électronique, l'électricité, c'est quelque chose qu'ils ont gardé, qu'ils maîtrisent. Bref, on a un endroit où un monde s'est recréé. Par contre, autour de cet empire, ça s'appelle les Terres Sauvages, c'est là on vit comme à l'époque Meiji, 1800, 1900, c'est beaucoup plus rude. Et donc le roman va en fait mettre en scène Kanako Sawada, qui est une jeune femme, 23 ans à peu près au début du roman, qui a terminé l'université, qui s'est engagée dans l'armée pour servir son pays, parce que c'est un monde dangereux, il faut le défendre. Et on va la suivre au travers de ses premières aventures en tant qu'officière. En fait, là, elle a terminé sa formation de base. Elle va apparemment, elle est plutôt douée dans sa tâche. Donc, elle apprend à devenir officière pour l'armée impériale. Et donc, c'est vraiment sur le mode du roman d'aventure où tu vas suivre ses aléas, ses péripéties à travers le monde. D'accord. Alors, effectivement, roman d'aventure. Alors, je rebondis là-dessus parce que j'ai trouvé que ce roman, c'était non seulement un roman d'aventure, mais presque un roman militaire, quasiment. Il y a vraiment, on suit. Alors, certes, elle est dans l'armée, mais beaucoup d'évocations de stratégie, de bataille, de hiérarchie, problèmes de hiérarchie, etc. Comment est-ce que ça t'est venu, cette envie de développer une armée du futur aussi détaillée dans ton intrigue ? Alors, dans le world building, j'ai passé pas mal de temps dans la définition de l'Empire, travailler sur justement l'armée impériale, parce que l'idée c'était que dans ce monde où tu as des pillards, tu as toutes sortes de dangers, un des éléments qui fait que l'Empire a pu survivre et se reconstruire, c'est s'appuyer sur une force armée forte. Donc, il n'y a plus de police. C'est la police, c'est l'armée. Alors après, c'est pas du tout une armée comme on peut avoir une conception actuelle avec des objectifs de conquête et autres. C'est vraiment une armée défensive. En fait, ce qu'est théoriquement l'armée japonaise jusqu'à maintenant, mais ça va changer. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, c'est vraiment le but n'est pas le but, c'est de protéger l'État, la population, etc. Donc, j'ai passé pas mal de temps à concevoir cette institution dans l'univers et même dans la conception de l'univers à en faire un élément vraiment central. Ça vient, en fait, l'inspiration, c'est la saga de David Weber, de Honor Harrington, où certaines pourront peut-être faire des parallèles entre Honor et Kanako, c'est pas impossible. Voilà, qui est une saga militaire où on suit une officière qui commence comme, alors c'est dans l'espace, etc., qui commence comme capitaine d'une frégate et qui finit au tome 14 amiral de l'armée, etc., où on a des batailles entre des factions spatiales. Enfin, et ça, c'est un roman sur une grande épopée, en fait. C'est vraiment une grande épopée, mais très sérieuse, très avec 10 pages de description sur comment fonctionnent les voiles Warszawski des vaisseaux. Enfin, c'est des trucs très... c'est vraiment de la hard SF. Mais moi, c'est un univers dans lequel j'ai eu le dive effect,
où tu te retrouves aspiré dans l'univers. Et c'était 2 ou 3 ans avant que je commence à écrire Kanako, donc ça m'a pas mal influencé. Et ce que je trouvais intéressant avec le contexte de l'univers militaire, en fait, c'est que quand tu te lances dans l'écriture, c'est assez intimidant, enfin, tu sais pas trop comment t'y prendre. Et en fait, le cadre militaire me fournissait un contexte très précis. Au début du bouquin, l'héroïne, elle a une mission qu'elle va respecter ou pas, dont elle va se fixer elle-même les objectifs. Enfin, après, c'est le dispositif narratif que tu dois rendre intéressant. Tu peux pas juste suivre la mission, sinon c'est un peu... Mais par contre, ça te fournit tout un cadre où, en fait, aussi comment elle va réagir à certaines choses, le fait qu'elle est dans l'armée, qu'elle a des objectifs, des obligations, elle peut pas réagir n'importe comment. Ou si elle le fait, ça a des conséquences. Et je trouvais intéressant d'avoir ce cadre très rigide de l'armée qui, en fait, te fournit une structure. C'est des contraintes, en fait. Et j'adore... Tout le livre, même l'univers, est construit que sur des contraintes. J'ai développé des cartes qui me font des contraintes au niveau géographique. Et en fait, en tant que primo-romancier, c'était, je pense, un moyen de se fixer plein de règles qui font que ça te facilite le processus de travail. Tu peux pas partir n'importe où. Même si c'est un univers de fiction, même si c'est dans le futur, tu as des règles et tu dois t'y tenir pour que ça fonctionne. Alors, c'est rigolo parce que ces contraintes qui t'ont apparemment aidé dans l'écriture, du coup, par ricochet, elles mettent en exergue le côté sauvage des terres sauvages et de tout ce qui n'est pas contrôlé par l'armée et l'Empire. Avec, sans spoiler, mais il y a pas mal d'événements qui se passent en dehors du domaine de l'endroit où l'Empire est cantonné. Et il y a peu d'ordre parce qu'il n'y a pas encore la présence de l'armée. Et donc ça met un peu, ça crée un peu du contraste comme ça, je trouve. Oui, alors c'était pas du tout quelque chose qui était forcément calculé au départ. Je sais pas pourquoi en fait j'ai placé les premières missions dehors de l'Empire. Peut-être pas que j'avais besoin d'une bande de pillards, puis que tu trouves pas beaucoup de bandes de pillards dans l'Empire. Mais en fait oui, ça a créé cette dualité. La dualité, elle est toi tu évoques le ordre, pas ordre, mais il y a aussi le niveau de développement qui est différent. Qui est complètement différent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore plus développé dans le second tome, puisque le second tome va principalement se passer... Non, c'est pas vrai, la première partie se passe que dans l'Empire, la seconde partie et la troisième partie se passe principalement en dehors de l'Empire, et là tu vas beaucoup plus aller, Kanako va se retrouver dans des communautés que même dans l'Empire avait très peu entendu parler, etc. Tu vas découvrir d'autres façons d'architecturer des communautés et autres, donc là il y a vraiment une ouverture aussi après dans le second tome sur peut-être aussi par rapport au contexte militaire que tu évoquais, Catherine. Il est très présent dans le second tome, mais le second tome après va ouvrir justement un peu plus sur des considérations politiques, etc. Des choses... Mais peut-être parce que si je suis ce que tu disais, peut-être que là tu prends tes marques et puis tu te sens plus à l'aise et puis tu débordes un petit peu et puis tu t'autorises peut-être davantage de choses, ce qui paraît assez logique. Et en effet, à la lumière de ce que tu dis, on a l'impression sur même ce premier roman qui est construit en 3 parties qu'on est de moins en moins dans la rigueur militaire et dans la mission, etc. d'une partie à l'autre, je trouve. Parce que la première partie, elle se déroule aussi. Le cadre temporel, il est extrêmement court. C'est une mission. Oui. C'est une mission qui commence à... Alors oui, il y a 1 ou 2 chapitres préquels qui se passent 2 jours avant pour mettre en place le contexte et tout, mais la mission elle-même, elle commence à 20h le 5 juin, je ne sais plus, 2128. Enfin, ne spoil pas. Elle commence le soir et elle se termine en fait le lendemain à 10h du matin, en gros 9h du matin. Donc c'est extrêmement... Et ça fait 20 chapitres. Enfin, mais c'est ce que j'allais dire, ce qui n'est pas frappant quand on lit, parce qu'au contraire, c'est presque la partie qui est la plus longue. On a l'impression de longueur. Ouais, mais elle est extrêmement zoomée en fait, sur l'action, ce qui est peut-être aussi quelque chose... Voilà, c'est les premiers trucs que j'ai écrits il y a 5 ans en arrière. Donc voilà, après, c'est des choses que tu ferais peut-être différemment aujourd'hui. Il y a une différence... alors, on fait vraiment dans le désordre par rapport à ce qu'on avait dit, mais justement, ces 3 parties, c'était... effectivement, il y a 3 parties qui sont vraiment distinctes, à la fois en temporalité. Enfin, on est quelques semaines ou quelques... Il y a chaque fois une année à peu près d'ellipse. Dans un autre contexte. Et on a vraiment l'impression que ces 3 parties, comme le faisait remarquer Cyril en off, c'est comme 3 tomes différents, comme 3 romans différents. C'était quelque chose que tu avais anticipé, ça, ou qui s'est fait un petit peu... En fait, si je reprends les toutes premières notes que j'ai faites, le roman que j'avais envie d'écrire, c'est le tome 2.
D'accord. Mais le problème, c'est que pour écrire le tome 2, quand tu commences à écrire et que tu te documentes et que tu vois qu'un livre, c'est entre 60 et 80 000 mots, si tu veux vaguement avoir un truc qui tient la route, puis même plutôt autour de 100 000, t'es un peu là genre, ouais, ok, je sais pas comment je vais écrire tout ça. Donc, je m'étais dit, plutôt que d'attaquer le roman, je vais faire une novella. Qui en fait est la première partie de... Une espèce de préquel, du coup, quelque chose juste pour présenter... Du world building, en fait. Ouais, c'est ça, j'avais peur en fait de commencer à écrire le roman et après 6 mois me dire mais c'est une tâche beaucoup trop grande, donc je me suis lancé. Donc je me suis dit, fais quelque chose de plus petit, comme ça, si ça marche pas, si t'aimes pas, tu peux le finir, passer assez court et c'est pas grave. T'auras fait une novella, t'auras raconté ton histoire, t'auras décidé de pas continuer parce que ça n'était pas ton truc, mais au moins tu n'auras pas un projet de roman inachevé. Comment se préserver de l'échec. Oui, c'est ça. Alors, c'est un défi à toi-même parce que finalement, tu es quand même parti sur pas le roman que tu voulais écrire au départ. Non, c'est ça. Et en fait, j'ai pris dans mes notes... En termes de pas se mettre en échec, ça se pose là quand même. Si tu veux, j'ai pris dans mes notes, dans la biographie de Kanako, j'avais 2 lignes qui expliquaient comment Kanako rencontre China. Et ça, j'en ai fait les 20 premiers chapitres. Effectivement. Ce qui explique aussi peut-être le niveau de zoom qui est... D'accord. Oui, et en fait, quand j'ai terminé la première partie, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette partie. Je me suis rendu compte qu'elle était à la fois grosse, mais pas non plus. En tout cas, pour la proposer à l'édition, ça aurait été compliqué. Et je me suis dit, mais en fait, j'aime bien ce format, donc je vais en faire une autre. Je vais faire une autre petite histoire. Et puis, à l'époque, j'avais un peu demandé à mes bêta-lecteurs et mes bêta-lectrices, mais c'est quel personnage vous avez aimé, etc. Et il en était ressorti que, étonnamment, à l'époque, c'était le personnage de Kenshin, la jeune recrue, un peu encore maladroite, etc. Qui était assez secondaire dans le... un homme, je précise. Pour anticiper la question. Une recrue, mais c'est Kenshin, c'est un prénom masculin. Et puis, je m'étais dit, puisque c'est un personnage qui apparemment a intrigué les gens, je vais faire une nouvelle plus spécifiquement axée sur lui, où Kanako arrive, mais à partir du chapitre 5, et en fait c'est la fin de l'histoire, et là c'est vraiment, là il est plus recru, il vient de commencer en tant que soldat, puis on découvre son nom. En fait c'est un peu ce qui se passe pour Kanako dans le premier, mais pour lui. Et une fois que j'avais eu ces 2, je me suis dit 2, ok, mais pour faire un recueil, il faut que j'en ai 3. Donc là, je suis parti sur la 3e histoire où là, Kanako n'est plus... Là, elle est officière, elle a fait de nouveau une année d'ellipse. Et puis là, on est de nouveau dans les terres sauvages, dans un truc un peu plus... Puis je voulais pas faire encore sur un autre personnage. Je me suis dit, là, il faut qu'on revienne sur Kanako. Et puis, après avoir fait ces 3 éléments, ça m'a pris, ça m'a pris 2 ans et demi à peu près. Je sentais... En fait, j'avais posé les histoires des personnages. Donc maintenant, je savais comment ils réfléchissaient, je savais comment ils parlaient, je savais les relations qu'ils avaient entre eux, au-delà de juste des notes dans un document que tu écris en 2 semaines. Et je sentais que j'étais prêt, en fait, pour attaquer le roman. Et j'ai attaqué le roman relativement dans la foulée. Une fois que j'ai fini les corrections de la 3e nouvelle, j'ai attaqué je suis parti une semaine. Mais alors, c'est marrant parce que là, excuse-moi, je te coupe, mais tu présentes vraiment ce roman comme un recueil de nouvelles. Quand tu nous en parles. Oui, et là, je pense que mon téléphone va sonner. L'éditrice va être un tout petit peu nerveuse. Tu arrêtes de dire que c'est un recueil de nouvelles. Parce que c'est pas ça. Non, c'est pas. Non, parce que c'est pas un recueil de nouvelles dans le sens qu'il y a une unité de temps, de personnages, que tu as pas dans un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles, ça serait des histoires rien à voir dans cet univers. Ouais. Disons, ou alors c'est avec vraiment un fil rouge très très important, mais ça rejoint l'impression à la lecture et puis ce que tu disais, c'est pas du tout gênant. C'est un reproche que j'ai souvent, mais c'est quelque chose dont je suis conscient et on en avait parlé. Ce n'est pas un reproche. C'est pour certains lecteurs lectrices, oui, ça les dérange en fait d'avoir ces coupures, de pas avoir des histoires plus longues, etc. Mais on en avait parlé avec mon éditrice et aussi par rapport au fait que le 2e roman était déjà en route, que j'avais déjà, quand j'ai approché Favre, j'avais déjà la première partie qui était terminée, corrigée, et la 2e partie qui était à moitié écrite, du 2e tome donc. Et à un moment donné, c'était, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que maintenant je mets en pause mon roman pour pendant une année retravailler celui-ci ? Ou est-ce qu'à un moment donné, on avance ? Et Favre, pour eux, c'était pas un problème. Moyennant on a quand même
chaque fin d'histoire a été un petit peu remaniée pour quand même faire une espèce de... Alors quand je dis remaniée, des fois c'est 2 paragraphes, c'est pas... mais pour juste faire un petit lien avec la suite, ce qu'il n'y avait pas du tout avant. Mais par contre, voilà, moi aussi j'avais pas envie de mettre en pause le roman sur lequel j'étais vraiment maintenant lancé. Et j'en ai parlé avec des amis, etc., qui me disaient ouais, mais en fait c'est pas grave, parce que finalement, même si aujourd'hui tu réécrirais la première histoire en la faisant plus courte, en la faisant plus... ça fait partie de ton héritage, si on veut, du cheminement. Et je me suis laissé convaincre de dire non, il y a peut-être des choses qui te plaisent plus dans cette première histoire, mais c'est pas grave, laisse-la comme ça et ne perds pas de temps à vouloir améliorer quelque chose qui est en fait déjà à un stade relativement abouti, ouais. Et je pense que c'est judicieux, parce que si je l'avais fait, je sais pas ce qui se serait passé. Après, tu sais quoi, tu recommences à travailler sur ton tome 2, tu le reprends, puis t'es là, je suis plutôt à vouloir avancer, en fait. Tu te retrouves comme les écrivains qui écrivent un roman pendant 18 ans, et c'est un choix, mais non, quoi. Non. Faut pas. Alors moi non, c'est clair. Non, mais moi non plus. Non, je rigolais parce que oui, je cherchais dans ma tête des gens comme ça. J'en ai pas dans mon entourage. Moi j'en ai. Ah oui. Ah oui. Okay. Mais voilà, et ils en souffrent en plus. Alors quand on a teasé l'épisode, notamment sur les réseaux, on a sollicité nos followers. La communauté. Nos millions de followers. Nos millions de followers pour savoir s'ils avaient des questions à te poser. Mm-hmm. Et oui. Ouais. Et donc, on a... En fait, on va les répartir au fur et à mesure de l'interview. Oui, on va les répartir. Alors, j'avais envie peut-être de quand même, dans la prolongation, avant de poser celle-là, de demander pourquoi le Japon. Et notre follower Stéphanie a demandé pourquoi le Japon du futur. Donc c'est une double question. Ouais, alors pour ça je vais raconter l'histoire en fait du début du livre. En 2017, je m'étais enfin décidé à écrire. Après qu'avec je parlais à un repas avec des potes en leur disant que j'avais toujours eu envie d'écrire et tout, puis en fait il y a un pote qui m'a simplement dit pourquoi t'écris pas ? Pourquoi tu le fais pas ? Oui, c'est ça. C'est vrai que je l'ai regardé un peu d'un air... Après, j'ai compté les chroniques que j'avais écrites pour la radio. J'ai réalisé qu'en fait, si je les mettais bout à bout, ça faisait 3 tomes de Harry Potter. Et en fait, ça a été un peu le déclic, parce que je me suis dit, en fait, j'avais peur j'écris déjà, en fait. En fait, j'écris déjà. J'ai déjà écrit beaucoup. Alors, des chroniques radio, c'est pas du roman, c'est pas... Mais la mécanique de travail, elle était là. Et donc, je me suis dit, OK, c'est parti, j'étais en vacances. Je me suis dit, je vais poser les premières lignes d'un roman. Et à l'époque, j'avais un jeu de rôle qu'on avait développé avec des amis, tout un univers, etc. Pareil. Alors là, plutôt steampunk, complètement un monde de fiction aussi, avec carrément une planète de fiction, etc. Et j'avais pris une des protagonistes principales de l'univers, et qui était chancelière d'un pays relativement important, être progressiste, etc. Et je m'étais dit, en fait, je vais raconter ses débuts, parce que son histoire commençait par une conquête, etc., de l'endroit où elle est, bref, et je m'étais dit, on va raconter comment elle est un peu passée de l'aristocrate déchu à, bref, donc j'avais commencé à faire mon déroulé de chapitres, mais de manière un peu très naïve, j'avais aucune idée comment on écrivait, et à la fin de ces vacances-là, je me suis pété l'épaule dans l'escalier. Alors après, écrire avec une main dans un... C'est plus difficile. Non, c'est pas donc, voilà, en fait, de facto, le projet s'est mis en pause pendant quelques mois. Et puis, en automne, je suis parti en voyage au Japon. Et puis là, je sais pas, j'ai eu l'inspiration. Et quand j'étais à Kyoto, il y a vraiment eu une journée où il pleuvait, mais toute la journée, il pleuvait des cordes, etc. On s'est retrouvés avec ma compagne dans un ryokan, une auberge traditionnelle où tu dors par terre sur les tatamis, on vient te servir à manger dans la chambre. Vraiment, il y a une ambiance. Et là, tout d'un coup, je sais pas, il y a le monde où il pleut tout le temps, etc. Ça a commencé... Ça t'est apparu. Je me suis dit, mais un monde où il pleut tout le temps, puis moi, j'aime bien Northampton, si c'était une... Et ça a vraiment... Et après, pendant le séjour, ça a tourné. D'ailleurs, le nom Kanako Sawada, en fait, pour l'anecdote, c'est deux réceptionnistes d'hôtel. Une qui s'appelait
Kanako quelque chose et une autre qui s'appelait Sawada quelque chose. En fait, c'est en regardant les badges, je me dis Kanako, c'est un joli nom, ça me plaît. Puis voilà, c'est comme ça que. Et en fait, je suis passé. C'est la seule fois où j'ai eu un carnet d'ailleurs. On parlait des carnets tout à l'heure. Je suis passé dans une papeterie pour acheter un carnet. En rentrant dans l'avion, j'ai passé le vol de retour à griffonner des mind maps, des idées, des trucs. Et puis là, je sentais que j'avais un truc. Mais c'était la première fois que tu allais au Japon? C'était la seconde fois. La seconde fois. Donc, il y a quand même une histoire avec ce pays. Parce qu'on sent que tu connais quand même très très bien la culture. Je regarde beaucoup d'animés aussi. J'étais allé une première fois en 2013, une seconde fois en 2017. Et voilà, donc il y avait aussi En fait, en y réfléchissant, je me rendais compte que les idées que j'avais pouvait correspondre à la culture. Voilà, il y a eu une espèce de principe de nourrissement où tu as une idée, tu arrives à la coller sur un concept lié au Japon, tu arrives à la faire rebondir et en fait, tu te rends compte que ça fonctionne. Alors après, il y a encore une année qui s'est écoulée avant que je commence vraiment à écrire. Pendant une année, tu... Et puis le fait de placer l'histoire dans le futur, j'imagine que c'est aussi pour avoir la liberté de recréer quand même tout cet univers un peu world building. Derrière ça, il y a pourquoi la dystopie, post-apo, dystopie. Alors déjà, parce que c'est un genre, moi, que j'affectionne particulièrement, que ce soit le jeu vidéo Fallout ou des Wastelands, voilà, les séries comme Last of Us. Puis d'ailleurs, en fait, les deux jeux de rôle qu'on a fait, le premier, c'était l'adaptation de Fallout, mais en jeu de rôle papier. Et le deuxième, Oxeli, en fait, c'était aussi un monde post-apo dans le sens que c'était un monde où tu avais de la magie, de la technologie, et qu'à un moment donné, les deux le lien entre les deux est rompu, et en fait, le monde se retrouve si tu dois choisir ton camp. Donc c'est pas une apocalypse dans le sens où tu ravages le monde, mais c'est une apocalypse qui fait que tu changes l'état du monde. Et en fait, de tous les trucs que j'ai griffonnés ou autres, il y avait toujours cette composante-là, et je me suis rendu compte que c'était en fait un processus. Le fait de détruire le monde, surtout dans le monde actuel, te permet de recréer c'est un compromis en fait pour moi entre disons la fantaisie ou autre où tu es dans un monde purement imaginaire et un roman qui se passerait au Japon aujourd'hui. Donc tu as à la fois des pièces où tu peux imaginer des choses, mais tu as quand même un contexte. Et contrairement à la science-fiction qui souvent se passe quand même avec un éloignement temporel, peut-être pas forcément, mais dans pas mal de cas, un éloignement temporel plus lointain. Là, ça te permet d'avoir finalement, il y a à peine un siècle qui s'est écoulé. Oui, et puis le cataclysme, si je me trompe pas, il s'est produit en 2040. 2040, ouais. Donc c'est peut-être un message aussi très pour. longtemps. Oui, voilà, c'est en ça. Fait, c'est quand même le climat. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec l'actualité. Dans la version soumise à Favre, il se passait en 2020. Mais il s'est passé d'autres trucs en 2020, donc bon. Non, puis on l'a retardé parce que ça jouait plus. Je voulais aussi me laisser la possibilité d'inventer éventuellement des choses au niveau technique ou autre entre 2020 et 2040. En me disant, si tout d'un coup, il y a un truc, il y a pas mal de trucs de batterie, etc. On est là, mais aujourd'hui, non. Ouais, donc, oui, mais il y a encore 40 ans qui se sont écoulés, 20 ans qui se sont écoulés entre maintenant et le début de la fin du monde. Donc, voilà, on peut s'imaginer. Mais pour conclure, revenir sur ta question, voilà, pour moi, l'apocalypse, c'est un principe qui te permet de détruire l'existant pour ensuite reconstruire un univers, voilà. Et c'est des fois les gens quand ils prennent le bouquin ils sont là, c'est de la dystopie, de l'apocalypse, j'aime pas. Là, oui, mais en fait je parle pas de comment ça s'est détruit. Oui, il y a un petit chapitre où on retrouve C'est une question qui est présente tout le long du roman et c'est une question que je me suis posée en tant que lecteur. Est-ce que je vais avoir des réponses par rapport à ça? Alors tu n'auras jamais je te demande pas la réponse, mais par contre, je te dis... il y a des éléments quand même. Il y a des éléments de réponse. C'est intéressant dans la dernière partie notamment. Mais pas assez, ce qui t'ouvre la tête à plein de possibilités. Donc, mais ça reste une question en suspens tout le long, je trouve. Parce que ce qui m'intéresse justement, c'est de parler comment ça s'est reconstruit après, et pas d'ancrer un récit comme certains romans qui se déroulent à jour J ou à J. Et ça, moi, j'en ai lu certains et je peux pas, quoi. Non. Oui, alors après, de toute façon, c'est un parti pris, mais c'est pas cette histoire-là que tu as voulu raconter de toute manière, quoi. Donc, alors, on a aussi une question de auteur en auteur.
c'est bizarre à dire, de Sophie, de l'association Auteur en Hauteur, qui demande quel a été ton déclic pour lire les premiers, pour écrire les premières lignes. Alors peut-être ce qu'on te propose, c'est de nous les lire pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, le chapitre 1. Un carillon résonna quand la petite fille poussa la porte du magasin. Elle essuya méticuleusement ses pieds trempés par la pluie sur le paillasson et pénétra dans la boutique. « Bienvenue, China-chan », lança l'homme derrière le comptoir d'un ton chaleureux. Voilà, je peux corriger je trouve qu'il y a une phrase qui est un peu longue, là j'aimerais bien faire des... Non. Tu sais que ton éditrice va déjà t'appeler tout à l'heure, elle va vraiment te faire un grand coup de téléphone, donc non, tu ne peux pas. Je ne peux pas corriger, mince, il est imprimé. Mais en revanche, si je me souviens de ce que tu nous as expliqué en off, tu l'avais initialement pas écrit comme ça, si je me trompe pas. Ouais, j'ai été fouiller mes notes juste avant, et en fait c'est vrai que je me rappelais plus, mais la première partie commençait par « Bienvenue China-chan », lança l'homme derrière le comptoir, sans ce paragraphe qui parle d'un... Et ça, c'est assez marrant, parce qu'en fait, au début, juste avant de commencer à écrire, j'ai fait une semaine où j'ai posé l'univers, donc une semaine où je me suis isolé tout seul dans une maison où il n'y avait même pas Internet. Non, c'était dans le sud de la France. Il y a Internet au chalet. Et c'était vraiment une semaine où j'ai pondu 30 000 mots d'univers. C'était vraiment tous les concepts, tous les détails. Et juste après, je suis tombé sur une formation des formations en ligne pour l'écriture, quelque chose d'assez assez simple, 6 modules, chaque mois tu reçois un module, c'était tu travailles ou tu travailles pas, il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas de... Et j'ai, entre cette semaine de recherche et vraiment le début de l'écriture, je lisais, je faisais ces cours, et un des chapitres concernant la description parlait justement de tout ce qui passe par le son, que la vue en fait n'est pas le seul sens que tu peux évoquer quand tu écris, mais on a vite souvent tendance à le faire parce qu'on pense pas à l'ouïe, ou on pense moins à l'ouïe, à l'odorat et tout. Et je pense que le carillon, et d'ailleurs beaucoup de mes chapitres commencent par un son, je me suis rendu compte, même dans le second tome, ça a été influencé par ça. Mais au-delà de cette influence, je pense que je me suis rendu compte en le relisant que, en fait, déjà commencer par un dialogue, c'est... dans ma tête, j'avais cette scène, j'avais cette fillette qui rentre dans cette boutique avec la pluie et tout, et en fait, en commençant par le dialogue, c'est un moyen peut-être trop brusque de faire rentrer les lecteurs et lectrices dans le texte, alors que déjà juste de dire il y a un son, il y a de la pluie, ça, dans ta tête, je pense que ça appelle... alors je l'analyse maintenant là comme si c'était... mais alors quand je l'ai fait, je pense que c'était beaucoup plus instinctif que ça. Je pense pas que j'avais... mais je pense qu'il y avait derrière une volonté d'amener une ambiance. Oui, c'est ça. Clairement. Poser une ambiance, ouais. Et puis alors à propos d'ambiance... Habile transition, et merci pour ta perche. On a quand même une grande originalité à ce roman. Cyril l'a dit en introduction, c'est qu'il est illustré. Et justement, alors quand tu parles de cette ambiance de la première scène, elle est aussi dans les illustrations, cette petite fille dans la première planche d'illustration. Alors nous, on était très très intéressés par savoir quel a été ton process et ta manière de travailler avec ton illustratrice, qui est Sandrine Pillou. Sandrine Pillou, ouais. Qui, alors malheureusement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on l'a interviewée un peu en direct, donc on pourra l'entendre. Pas tout à fait en direct, justement. Oui, pas en direct, pardon. Oui, non, j'ai dit n'importe quoi. On a ses réponses. On a enregistré ses réponses. Ouais. Elle interviendra. Personne n'est en direct dans ce podcast. On est en léger différé. Très léger. Alors, est-ce que l'idée de faire un roman illustré, est-ce que ça t'est venu d'emblée? Est-ce que c'est venu plus tard, cette envie d'illustrer? Est-ce que tu connaissais Sandrine? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que c'est né, cette idée? Alors, c'est un choix calculé, parce qu'au Japon, les romans illustrés, c'est... Non, bon, ok, c'est comme ça que je le markete maintenant, mais... Oui, non, mais après, on est là pour dire la vérité aux auditeurs dans ce podcast. En fait, inconsciemment, non, c'est pas du tout inconsciemment, c'est parfaitement conscient. À la base, moi, j'ai toujours chez moi le livre de Tolkien, Le Seigneur des
des Anneaux, l'édition de Christian Bourgeois, le pavé comme ça, avec la couverture rouge, qui était accompagné de cahiers d'illustration d'Alan Lee, où tu avais quand même une bonne cinquantaine, je pense, d'illustrations d'Alan Lee. Et moi, quand je l'ai lu quand j'avais 11 ans et demi, 12 ans, et là aussi... j'ai passé des heures dans ces images qui étaient vraiment magnifiques. Donc, je me suis dit, si un jour je fais un livre, je veux qu'il y ait des illustrations. Après, dans les bouquins de jeux de rôle, de toute façon, tu les illustres. Oui. Alors à l'époque, c'était un peu avec les moyens du bord, parce que c'était plutôt Fallout, c'était des images récupérées du jeu. Pour Oxelly, on a péniblement réussi à avoir quelques illustrations, mais on n'avait pas de moyens à mettre là-dedans, donc voilà. Donc déjà, dans les autres projets, j'avais cette dynamique de travailler avec du visuel, disons. Et puis pour Kanako, quand je suis rentré de mon voyage au Japon, puis que j'ai pendant 10 mois travaillé vraiment sur le concept de l'univers, en écrivant très peu, c'était plutôt vraiment des notes, des croquis, des cartes, etc. Je me suis assez vite rendu compte que j'avais besoin que quelqu'un dessine Kanako. Je voulais qu'on ait cette héroïne. Et là, j'ai travaillé à l'époque. Alors, c'est pas Sandrine Pillou qui a fait les premiers croquis de Kanako. C'est l'illustratrice avec qui je travaillais précédemment sur le jeu de rôle, qui m'avait fait les couvertures. Audrey Molinati, qui maintenant publie des bandes dessinées chez Dargo, etc. Et le travail s'est fait un peu en fait dans sa phase de transition, quand elle commençait sa BD chez Dargo et tout. Et c'est elle qui a fait les premiers caractère design de Kanako et China. Et en fait, on a décidé de plus travailler ensemble parce que ça devenait trop compliqué pour elle de mener de front un projet de bande dessinée avec encore un mec qui est là, genre, hey, t'as du temps pour faire mon caractère Et surtout que Dargo, il y a des deadlines assez imposantes. C'était pas possible pour elle d'assumer les deux. Et puis je me suis dit, mais il faut que je trouve quelqu'un. Et de fil en aiguille, Sandrine faisait une présentation à Lausanne, un talk dans ce qu'on appelle les Creative Mornings. C'est des présentations qui se font une fois par mois, à 9h le matin, dans des cafés et autres. C'est très varié, mais tu invites généralement quelqu'un de créatif et qui présente par rapport à un thème. Et le thème, c'était le jeu vidéo. Et en fait, à l'époque, Sandrine travaillait sur des projets de jeux vidéo indépendants. Et j'avais vu dans l'annonce du talk des illustrations qu'elle avait fait. Il y avait son site, j'ai été voir et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi dans les couleurs, etc. Puis je me suis dit, je vais aller à ce talk et puis on va discuter. Et à la fin de la séance, j'ai dit, mais voilà, j'ai un projet. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler dessus? Tu la connaissais pas? Je la connaissais pas, non. Et j'avais encore rien écrit. À part, si j'avais une bio de Kanako en 2 paragraphes et une description de la ville de Shinkyo en 3 paragraphes. Voilà. Puis j'ai dit, écoute... Donc ça veut dire que l'histoire et les illustrations, elles sont arrivées en même temps? En même temps, oui, exactement. Et puis, j'ai dit, ça te dit de travailler là-dessus, je paye. Parce que à un moment donné, si tu veux travailler avec des gens, tu peux pas juste leur demander de participer à tes projets. Enfin, ça marche pour un truc, puis après ils te disent au revoir, j'ai d'autres choses à faire. Et puis donc pendant que moi je posais l'univers, donc avant même de faire cette fameuse semaine de retraite pour poser vraiment elle a fait une série de 4 illustrations. Dont j'ai publié celle que vous avez vue. Qui est sur les réseaux récemment. Là. Qui sont des illustrations qui ne sont pas dans le livre, en fait. Il y en a une qui est dans les rues de Shinkyo, une qui est un plan d'ensemble de la ville, le restaurant des parents de Kanako et l'intérieur de l'appartement de Kanako. Et ça, on l'a vraiment fait. Moi, je réfléchissais à l'univers. Et puis, en fait, à la base, j'avais même demandé de me faire des concept art sur des objets, etc. Ça, finalement, on ne l'a pas fait parce que, comme après, à l'automne, j'ai enchaîné sur l'écriture du roman, assez vite, elle arrivait au bout en fait du mandat de 4 illustrations de l'univers, et puis j'avais déjà quelques chapitres d'écrits, et là je me suis dit, mais j'ai regardé le fond de mes poches, et puis je me suis dit, est-ce que je lui demanderais pas d'illustrer la première partie, enfin la novella, et puis elle a accepté, puis on a enchaîné là-dessus, puis quand j'avais fini la première partie, je dis, tu veux pas faire la deuxième partie, tu veux pas faire la troisième? Quand il y a une équipe qui gagne. Voilà. Et maintenant on en est gentiment à 45 illustrations à peu près. Donc ça commence à faire... La maison d'ailleurs, s'ils nous écoutent, ils peuvent bientôt envisager l'exposition. Mais ils nous écoutent nécessairement. J'en avais parlé à Marc Atala, il a dit « Ah, pourquoi pas » en rigolant, mais voilà. Alors peut-être qu'on... Oui, on a posé la question à Sandrine justement de comment elle avait réagi par rapport à cette proposition que tu lui avais faite. Et puis, donc elle a eu la gentillesse de nous enregistrer sa réponse. On va la diffuser maintenant, comme ça on la découvre tous ensemble. Comment as-tu réagi quand Lionel t'a proposé d'illustrer le roman?
Alors, c'était une très belle opportunité pour moi, en fait, que Lionel vienne me proposer d'illustrer son roman. Enfin, même à l'époque, c'était un projet. C'était déjà même pas, en fait, un roman. C'était déjà d'illustrer des textes qu'il avait écrits. Puis essayer de mettre en image, en fait, tout ça pour construire, en fait, un univers. Enfin, plutôt mettre en image, en fait, son univers. Donc, pour moi, c'était très, très inspirant. Donc, j'ai très bien réagi. J'étais très motivée. C'était aussi... moi, j'étais aussi en début de carrière, disons, officiellement, en tant qu'indépendante. Donc, c'était aussi un projet voilà, qui était intéressant pour moi et puis motivant. Et on parlait déjà, c'était déjà quelque chose qu'on voyait un petit peu sur le long terme, enfin, si tout se passait bien. Donc, c'était aussi... en fait, je pouvais me projeter un petit peu sur voilà, une période en fait, assez longue, a priori. Donc en fait, c'était aussi très motivant. Puis finalement, voilà, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Donc c'est une très belle expérience. Et puis je trouve aussi que pour un illustrateur aussi de partir en fait de textes où il y a déjà tout un univers qui a été pensé, écrit, des personnages, ça donne beaucoup de contenu en fait très intéressant. Moi, j'aime bien aussi le processus en fait de lire un texte et puis ensuite d'imaginer. Enfin, j'ai des images qui me viennent en tête. Je vais essayer de poser ça sur papier et puis ça donne tout un univers qui est assez riche dans lequel en fait je peux un peu puiser. Enfin, je connais maintenant voilà les personnages, les lieux, etc. Donc ça donne en fait beaucoup de richesse, je trouve, en fait à la construction d'un dessin. Donc c'est une démarche que je trouve très très intéressante. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, et puis c'est un petit peu ce qu'on relève quand on écoute les commentaires de Sandrine et puis les tiens, c'est qu'on a l'impression que vos deux jobs se sont faits vraiment en parallèle avec des interactions mutuelles et que tu lui as pas donné un texte tout fait et fini et où elle vient l'illustrer, quoi. Est-ce qu'il y a eu une communication entre vous avec des influences, toi qui l'influençais parce que ce qu'elle dessinait, c'était pas tout à fait l'idée que tu en avais, mais l'inverse aussi peut-être que... Alors je pense que le processus est un petit peu différent entre cette phase initiale qu'il y a eu en 2018 de conception et comment on travaille maintenant pour les romans. C'est clair qu'en 2018, j'avais pratiquement rien écrit, donc beaucoup de choses qu'elle a posées en illustration m'ont aussi influencé. Moi, j'y ai donné des références, j'ai dit, il n'y a pas de voiture, donc je sais pas, on imagine, ils ont peut-être des carrioles, des machins, enfin, puis elle a posé des visuels qui, moi, m'ont influencé. Donc là, on était vraiment dans une relation de travail très... échange en parallèle. C'est clair qu'après, pour la suite, pour les romans, c'est plus je lui envoie pas les choses chapitre par chapitre, etc. C'est une fois que le roman, enfin que la partie est finie, parce qu'on travaille quand même pour le deuxième tome, c'était ça, à chaque fois que tu termines une partie, elle illustre, moi j'écris la deuxième pendant ce temps, etc. Mais donc elle a la partie finie, mais par contre elle a le texte, elle a le deuxième jet, disons. Donc la pauvre, elle a jamais lu Kanako, elle s'est toujours tapé des textes mal écrits, mal relus, mais l'intérêt justement c'est que alors, quand je lui propose le texte, c'est pas moi qui lui dis ce qu'elle doit illustrer, c'est elle qui va choisir qu'est-ce qu'elle a envie d'illustrer. Alors après, on a quand même une séance où elle va me proposer les différents... En fait, au début, elle me propose même pas d'esquisse, elle me propose des moments. Et puis souvent, elle a collé des références qu'elle a trouvées ailleurs pour des questions de couleur, d'ambiance, de cadrage, mais c'est pas encore du travail où elle a dessiné elle, c'est vraiment de la référence. Et puis là, en fait, dans ces discussions, on choisit quel moment on va retenir aussi pour des questions de il faut s'assurer qu'on ait quand même tel personnage, Kanako peut-être un peu plus visible, des fois il y a des personnages qu'on n'a jamais vus donc il faut les mettre en avant, il y a des lieux qui peuvent être plus, ou des fois il y a des redondances, si on a 3 fois Kanako de suite on est oui mais c'est bon, on a compris, on veut montrer autre chose. Justement c'est ça, il y a quand même une vraie collaboration entre vous, et je pense que pour ça, j'imagine c'est aussi super intéressant du point de vue de l'illustratrice d'être impliquée dans le choix des moments, de décider ensemble et pas que tu lui imposes pas les choses. Et ça, je pense que c'est super intéressant pour vous deux. Je travaille en indépendant. Ouais. J'ai des clients et des clientes, donc je sais ce que c'est quand on te mandate et tu fais des propositions et qu'on te dit non, c'est ça.
Après, je fais des sites web, donc à un moment donné, c'est pour gagner de l'argent, tu te conformes à ce que ton client te demande, c'est pas grave. Mais mais il y a une question de créativité quand même, ou si tu la brides. Quand je suis de l'autre côté, justement, je me dis, j'essaie de pas avoir cette attitude-là. Alors après, il y a certains éléments où je suis intransigeant. Par exemple, pour la première image du roman, celle où il y a Sheena qui tire sa charrette, dans une première version, elle avait dessiné un scooter sous l'arbre. Donc là, j'étais là, non, ça c'est pas possible parce qu'il n'y a plus d'essence. Mais c'est un problème de cohérence. Donc, oui, mais là c'est une cohérence de l'univers. Une fois, il y avait des coupoles satellites sur le toit. Non, syndrome de Kessler, tous les satellites sont tombés faute de maintenance. Donc non, on a plus à la limite, on aurait pu mettre une antenne râteau. Donc sur des détails comme ça de cohérence, là, il n'y a pas vraiment de discussion, parce que sinon ça ne joue pas avec l'univers. Mais après, il y a eu des images où elle a dessiné des choses que je n'avais pas écrites ou pas imaginées, où j'ai eu remodifié les textes pour que ça colle par rapport à ça, ou après parfois il y a des images où on s'éloigne un petit peu du texte, mais où en fait j'ai décidé que je m'en fichais parce que c'est pas... l'idée est là, l'atmosphère est là, donc, les personnages sont là, et puis après tout c'est ce qu'elle a ressenti en lisant le texte, donc c'est pas plus faux que... La preuve, c'est qu'en tant que lecteur, j'ai pas vu de gros écarts entre l'illustration qui nous est proposée à un moment du texte et ce qu'on vient de lire ou ce qu'on lit après. Donc, voilà, puis je pense que c'est plus agréable justement que si tu as un peu de liberté. Puis que c'est une interprétation. J'ai vécu ça plutôt comme des petites touches qui te montrent un petit peu ce que ça pourrait être, etc. Très poétique finalement. Je trouvais ça super intéressant. C'était super intéressant. Et puis, moi, j'ai ressenti à la lecture, comme quand j'étais petite et que je commençais à lire les livres de grands où il y avait des images. Et puis, je lisais 10-20 pages. Et puis, j'arrivais à l'illustration et j'étais super contente. C'était mon petit cadeau de me dire, ça y est, j'ai eu une image, j'ai bien lu. Voilà. Et j'avais un petit peu ce ressenti-là. Et c'est vrai que ça, c'est super agréable à la lecture. En plus, elles sont belles, quoi. Donc... Et alors, est-ce qu'on écoute un peu la manière dont Sandrine a travaillé ? On a demandé à Sandrine exactement comment elle avait travaillé. De quelle façon as-tu travaillé ? Documentation, voyage. Alors, beaucoup de documentation, effectivement. Voyage, j'aimerais beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller au Japon, mais j'espère y aller un jour. Du coup, j'ai pu apprendre en fait beaucoup de choses à travers ce livre et puis à travers les textes de Lionel sur la culture japonaise, sur plein de petits détails en fait que je ne connaissais pas du tout sur en fait comment sont. Oui, Lionel aime, c'est bien, je trouve, il aime qu'en fait les choses soient justes en fait par rapport à la réalité, que ça fasse sens, que en fait ce soit pas juste posé comme ça. Sans réflexion derrière, parce que les choses sont justement pas aléatoires dans cette culture, et enfin même dans d'autres cultures, je pense. Donc en fait, il y a beaucoup de documentation. Puis un illustrateur doit aussi beaucoup... En fait, il doit un peu tout comprendre pour pouvoir illustrer quelque chose. Donc vu qu'on est amené à potentiellement illustrer n'importe quoi qui existe, il faut ensuite vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment c'est imbriqué, s'il y a un mécanisme, comment ça marche, les matériaux. Enfin, en fait, tout ça, ça doit être quand même acquis pour pouvoir faire un dessin qui tient la route et puis qui fonctionne. Sans parler après de tout ce qui est ambiance, lumière, ombre, couleur, etc. Mais même dans le fonctionnement des choses. Et puis là, je trouve que, il y a un travail qui est assez minutieux qui est fait. Avec aussi des références que Lionel me fournit parce que voilà, lui il a vraiment beaucoup plus en tête et il sait de ce dont il parle. Moi j'ai des choses que je découvre complètement, donc oui, pas mal de recherches à ce niveau-là. C'est super intéressant parce qu'on pourrait croire qu'elle peut faire ça au débeauté, etc. Mais en fait, elle est obligée de comprendre ton monde, la façon dont tu as imaginé certaines choses et ce qu'on expliquait avant, mettre un scooter, il n'y a pas de sens quand on sait pourquoi. Et du coup, il y a presque un travail de recherche pour arriver à produire l'illustration qui colle vraiment avec l'histoire, avec le monde que tu as créé. Donc je trouve ça très intéressant. Totalement. Ouais, et puis c'est vrai que, parce qu'en plus, je suis pas sûre que les illustrateurs lisent toujours les textes. Ouais.
en fait. J'étais Donc là, non étonné, seulement elle l'a En tout cas, pour les lu, mais... couvertures, des fois, je pense. Oui, exactement. Ouais, exactement. c'est ça, mais c'est vrai que là, non seulement elle l'a lu, mais elle l'a vraiment intégré, elle se l'est approprié. Donc, en revanche, est-ce que moi, la question, je me suis un petit peu posée à la lecture, et puis avec ce format, bon, tu l'auras compris, avec Cyril, ça nous a séduit. Est-ce que tu n'as pas eu peur que ce format avec des illustrations puisse rebuter certains lecteurs ? J'avais plutôt peur qu'il rebute certains éditeurs. Certes. Mais non, par rapport au lectorat, pas tellement. C'est pas... J'ai eu de temps en temps des échanges avec des gens qui sont un peu intrigués, mais en fait, souvent ils comprennent, ils voient que c'est pas qu'on n'a pas sur 350 pages, qu'on n'a pas 160 pages d'illustration. C'est pas, c'est une évocation de l'univers et c'est pas un roman graphique. Donc, en fait, je pense que les gens comprennent qu'il n'y a pas suffisamment d'illustrations pour entrer en conflit avec le texte. C'est vrai, mais après, parce que le ciblage de ce roman, on en parlait tout à l'heure, et justement, il me semble, alors corrige-moi si je me trompe, mais que dans ton esprit et dans ta construction, toi, tu étais plutôt dans un ciblage, a priori, d'un roman adulte. Et est-ce que le fait qu'il y ait, adulte, on va dire, peut être lu par tout le monde, mais sur un ciblage plutôt adulte, et est-ce que le fait qu'il y ait des illustrations ne va pas inciter et les lecteurs et peut-être les libraires à le classer plus en jeunesse ? Oui, exactement. Alors bon, c'est peut-être pas un problème. Je ne sais pas si tu considères que c'est un problème ou... En fait, non. Mais alors, quand moi je l'ai écrit, j'ai écrit pour personne. Enfin, de toute façon, je ne comprenais rien à ce que je faisais. Tu l'as écrit pour toi. Je l'ai écrit pour moi, parce que j'avais envie d'écrire. Il se trouve que je fréquente quand même principalement le rayon jeunes adultes dans les librairies. Ce qui a peut-être tu es très jeune dans ta tête. Voilà. Alors c'est clair que ça a influencé l'écriture, mais quand je l'ai écrit, je l'ai plutôt vendu. Les premières bêta-lectures, etc., c'était plutôt à des gens de mon âge, voire plus âgés. Et c'est vrai que des fois il y avait un peu des réactions et c'est marrant parce qu'en fait les gens qui étaient réfractaires, une fois qu'ils l'ont lu, maintenant ils me harcèlent pour savoir quand sort le deuxième tome, y compris des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de lire de la SF, de l'anticipation ou autre. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de faire éditer le livre et que mon éditrice m'a dit alors ça sera classé en rayon jeunes adultes, le premier réflexe, j'étais un peu là cette littérature pas sérieuse là. Non, mais enfin, tu vas te faire des amis en plus du coup de fil de ton éditrice. C'est le premier ressenti que j'ai eu. Mais en fait, c'est vrai qu'après, non, quand on regarde les thématiques, on a une héroïne, on est dans un contexte militaire, il y a beaucoup d'action, c'est de l'aventure. Je pense que c'est assez cohérent. Alors après, l'héroïne est jeune. J'ai l'outrecuidance de prétendre qu'il y a un world building, une description et une profondeur qu'on n'a pas dans certains romans jeunes adultes. J'écrirai une fois un papier sur mon site que j'ai pas encore sur la manière dont la littérature jeune adulte fonctionne, à mon avis, d'une manière commerciale qui est pas très intéressante, mais c'est un autre débat. Mais je pense, disons que c'est classé au rayon jeunes adultes, mais ça n'a pas été écrit pour, parce que si tu écris pour, tu respectes des standards, des codes, Absolument. Et c'est pas le cas. Donc pareil pour les illustrations, je l'ai fait parce que j'avais envie de mettre des illustrations sans réfléchir au fait que l'illustration allait orienter. Ça va orienter, mais bon, après c'est pas gênant, on va dire, c'est vraiment un roman qui peut être lu à tout âge en fin de compte, et plutôt plus comme tous les romans. Après, il faut être conscient que j'ai fait ça 5 ans dans ma grotte. Non, ouais, pas dans le sens, pardon. Tous les adultes peuvent lire des romans jeunesse. C'est ce que je veux dire, effectivement. Oui, je ne conseillerais pas mon thriller à certains enfants. 12 ans et plus, ouais. Et alors, nous avons évoqué à plusieurs reprises ton éditrice, donc aux éditions Fabre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous intrigue beaucoup et qu'on a envie que tu nous racontes. Comment ça s'est passé dans ta démarche pour aller... Alors déjà, est-ce que au départ, tu as écrit ce roman en te disant je vais être édité ? Et comment ça s'est passé ? C'est un rapport un peu ambivalent parce que
à la fois, quand j'ai commencé à écrire, je suis quelqu'un, je sais pas si je suis pessimiste ou optimiste, mais disons que j'aime bien me protéger. Donc, je suis pas parti en me disant, OK, dans une année, j'ai signé un contrat d'édition. Je suis parti en me disant, de toute façon, on peut pas se faire éditer. D'après ce qu'on entend autour de toi, c'est pas possible d'avoir un contrat d'édition, c'est beaucoup trop compliqué. Il vaut mieux partir comme ça. Voilà, donc je me suis dit, pars comme ça. Mais en même temps, quand j'évoquais avant cette histoire, ah oui, une histoire, ça peut pas passer en édition, faut quand même que je fasse un peu plus. Donc, il y avait quand même dans les attentes, il n'y avait pas d'attente d'édition, mais dans les intentions, je me suis quand même dit, il y a des formats à respecter, des longueurs de mots qu'il faut avoir, un nombre de mots qu'il faut avoir, pour que ça puisse passer en édition. Après, je m'étais dit, une fois que l'ouvrage est terminé, je vais essayer de l'envoyer pour rigoler. Alors, j'ai pas ciblé les moins, j'ai notamment ciblé La Talente. Mais c'est ce qu'on fait tous, sur un premier roman, je te rassure. Vous savez pas ce que vous avez raté, La Talente. Mais les lettres de refus de Gallimard et d'Albin Michel, on en a tous. Si seulement j'avais eu des lettres de refus, ça aurait été génial. J'ai juste eu pas de réponse. C'est ça. Voilà. Mais ils vont le regretter. Ils vont le regretter. Mais et puis en fait, j'ai fait quelques envois. C'était en 2000, je sais plus, 2021 peut-être, peu importe. Sachant que j'aurais probablement pas de réponse. Et en fait, dans la foulée, j'ai moi mis en page le livre avec les illustrations et tout. Et je l'ai fait. J'en ai imprimé une série d'exemplaires en ligne sur Lulu. Enfin, juste pour avoir l'objet. De par ma formation, j'ai les compétences pour mettre en page un livre et tout, je sais comment ça marche. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose que je faisais de manière assez simple. Et je voulais avoir... Mon but, en fait, c'était d'avoir l'objet livre. Finalement, l'édition ou pas, c'était pas important. Ça m'a permis de faire une micro-diffusion autour de moi, de pouvoir le vendre à prix coûtant à des amis, etc., pour qu'ils me fassent des retours. Donc, il y a déjà eu une espèce de mini-expérience, d'échange, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, moi, j'étais content. J'ai commencé à travailler sur le tome 2, etc., en me disant, voilà, c'est cool. Tu avais eu des retours un peu dans ton cercle, mais des retours positifs, des retours positifs, encourageants, qui m'encourageaient pour le tome 2. Mais quand les gens me demandaient, mais tu vas le faire éditer, j'étais là, c'est pas vraiment le but, j'ai un peu envoyé, mais de toute façon, faut pas se leurrer, ça marche pas. J'ai pas. Ah, tu vas l'auto-éditer? Non, j'ai pas l'énergie pour faire l'auto-édition, j'ai pas le temps à consacrer pour la promotion en auto-édité. Donc non, je pensais aussi à l'époque que j'étais tout seul à écrire sur Terre pratiquement. Donc, non mais, je veux dire, tu travailles 5 ans dans ta grotte, tu sais pas qu'il y a un monde autour de gens avec qui tu pourrais échanger, et puis si je l'avais su, ça aurait peut-être été différent. Mais donc j'étais très content avec mes exemplaires dans mon coin, etc. Et puis le gag, c'est qu'un jour, je suis tombé sur l'Instagram de Sandrine où elle avait publié la couverture d'un roman sur lequel il y avait le nom d'un éditeur. Ah, ça m'a irrité. Oui, parce que tu croyais toujours que tu étais le premier, le seul gars qui écrit. Non, puis la petite jalousie, tu te dis... t'as trahi. Puis là, il y a un truc, puis le mec, il est édité et tout. Après, j'ai été creusé, c'était les éditions Baudelaire, c'est de l'édition à compte. Enfin, après, chacun fait le processus qu'il a envie, et puis si tu veux avoir des livres imprimés, enfin, pourquoi pas, mais je crois que c'est pas forcément disons que c'est des éditions à compte d'auteur, donc où tu payes et t'as tes livs. Voilà. Pour le dire pour à nos auditeurs qui ne connaissent pas. Oui, c'est prévu. Voilà. Mais et en fait, ça m'a mis le coup de pied aux fesses, parce que le lendemain ou le surlendemain, j'ai envoyé à 10 maisons d'édition. Donc ça faisait une année que quand on me demandait, je disais écrire des lettres d'accompagnement, faire des synopsis. Non. Donc là, en une matinée, j'en ai fait 10. Bon, par contre, j'ai quand même été un peu plus fin qu'au début. C'est-à-dire que j'ai ciblé des maisons suisses. Alors je connaissais malheureusement pas de maison suisse, mais heureusement en fait, qui faisait spécifiquement dans la littérature de genre haut. Donc j'ai plutôt envoyé dans des maisons généralistes, mais en me disant au moins en étant suisse, j'aurais plus de chances de trouver un écho auprès d'une maison suisse. Et effectivement, eux, ils répondent. Ouais, c'est ça. Contrairement aux grosses maisons françaises. Et j'ai eu plusieurs réponses intéressées, mais toujours avec des réticences. Alors il y en a qui m'ont répondu que les illustrations, ça allait être un problème. J'avais décidé qu'en cas de réponse positive sans les illustrations, je partais quand même. Je me suis dit, à un moment donné,
si j'ai l'opportunité de le publier, même si c'est sans les illustrations, c'est dommage, mais autant que le livre soit publié. Oui, puis dans la mesure où tu avais mandaté Sandrine et où elle n'avait pas travaillé de manière bénévole, donc non, c'était voilà, un peu moins gênant. Tu aurais pu les garder pour illustrer sortir moins, les réseaux, recueil etc. que j'aurais pu. Oui, voilà, Oui, ça restait une Il possibilité. y avait plein de possibilités, peu importe, ouais. Mais bon, ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage, mais je m'étais dit ok, et en fait j'ai eu assez vite une réponse de Favre qui était intéressée mais prudent. Parce que c'est pas forcément. Alors Favre a une collection de romans, mais le segment jeune adulte, c'est pas leur spécialité. Ils avaient plusieurs craintes. Et puis là, j'ai dit, mais est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut se voir pour parler Et puis là, je leur ai montré la maquette de livre imprimée, etc. Je leur ai parlé du second tome, je leur ai évoqué l'univers. Et je pense que c'est là qu'ils ont vu que c'était pas un one shot. C'était pas un one shot. Il y avait quelque chose qui allait venir et ouais. que si eux s'engageaient, il y avait quelque chose derrière. C'était pas ok, vous publiez mon livre, puis après l'écriture m'intéresse plus, au revoir. Ce qui serait entre guillemets du travail à perte pour eux. Et là, dans le dialogue, c'est comme ça que ça a marché en fait. Ils ont vu que c'était un vrai projet, que c'était solide et puis que c'était bien construit déjà à tout point de vue. Exactement, bien construit dans ta tête. Donc, et qu'ils auraient d'une certaine façon peut-être pas besoin de beaucoup me porter, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi ça par rapport... c'était déjà fait, enfin entre guillemets, même s'ils ont repris la maquette nécessairement et puis sans doute repris le texte, etc. Mais je pense au-delà de ça, c'est la question de l'engagement de l'auteur, et je pense que ça c'est quelque chose dont moi j'avais peu conscience, mais c'est énorme. Que tu te rends pas compte quand tu as écrit, tu penses que tu donnes à un éditeur et qu'ensuite tu pars sur magique. ton tome 2 et ça se fait. Et en fait, je pense qu'ils ont vu que, étant donné l'implication que j'ai eue dans ce premier tome, que j'allais pas les laisser tomber en disant un salon, non j'ai pas le temps d'aller à un salon, faire de la, non j'ai pas le temps de faire de la promo, j'aimerais écrire s'il vous plaît, je fais des tâches nobles, je suis auteur, voilà, non mais voilà, et que j'étais prêt aussi à investir du temps, alors ce qui m'a un peu mis dans la panade du coup pour le tome 3, parce que ça fait une année que je fais de la promo et le tome 3 il avance, je suis au chapitre 2 pendant l'interview. Il est sorti quand, le tome 1, rappelle-nous 27 avril 2023. D'accord. Et le tome 2, donc il est écrit... Je l'ai soumis à mon éditrice il y a quelques temps. Et au moment de la diffusion de ce podcast, je devrais avoir reçu une réponse positive ou négative. Bon, on va beaucoup croiser les doigts. Mais après, là, du coup, t'es pas en retard, je veux dire, en termes de calendrier éditorial. Il est sorti il y a moins d'un an. Non, après, il y a cette petite mini-année. tricherie que, en fait, quand j'ai eu le contrat d'édition en 2022, il y a déjà la moitié du tome 2 qui était fait. J'avais une année de battement en fait d'avance, si on veut. Ça s'accélère un peu du coup sur le tome 3. Ça s'accélère un peu, et en fait j'ai entre guillemets par rapport à ce programme-là, j'ai un peu de retard sur le tome 3. Après, ça sera aussi l'objet d'un article dans mon site que j'ai toujours pas sur la question. Mais arrête de faire des articles et écris ton roman, s'il te plaît, si je peux me permettre. Parce que j'avais eu la discussion au livre sur les quais à Morges, j'avais à côté de moi une autrice dont j'ai oublié le nom, malheureusement, c'est pas grave, mais une grande autrice française de young adult qui est vraiment, enfin, elle quand elle fait un tirage, ça démarre à 50 000, donc c'est pas du tout les mêmes. Elle en sort 4 par année, hein. C'est son métier, je dirais. Et elle me disait, mais t'es malade, tu vas sortir ton roman plus d'une année après, la suite c'est pas possible, tu vas perdre tout ton lectorat. Alors je lui réponds, écoute, je suis pas de lectorat déjà à la base. Donc... Ça me rappelle nous avec notre auditrice. donc soyons réalistes. Et puis voilà, après c'est des démarches. Moi j'écris des livres à mon rythme, c'est pas ça rejoindra aussi cet article sur la littérature young adulte commerciale. Enfin bref. Bon, après il y a... Oui, bon, d'un autre côté, ça fait sens aussi sur une série de ne pas faire poireauter ton lecteur pendant X temps quand tu as une série qui attend la suite. Il y a aussi quand même des arguments commerciaux qui s'entendent. Surtout pour un éditeur qui s'engage financièrement. Je sais que pour des personnes comme ça, il y a des engagements financiers derrière qui ne sont pas les mêmes que pour des maisons en Suisse. Voilà, mais après, la parade que j'ai trouvée au niveau narratif, et c'est comme ça que je vends les aventures de Kanako Sawada maintenant, c'est de dire c'est exactement comme Tintin ou Yoko Tsuno.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que Yoko Tsuno, il y a quand même des triptyques ou des successions, mais a priori, si tu lis la plupart des séries de BD, tu peux les lire seul. Tu peux les lire de manière seule, il n'y a aucun problème. Et j'ai fait le test avec le tome 2, j'ai fait 2 ou 3 bêta-lectures de gens qui n'avaient pas lu le tome 1. Alors, ils avaient des questions. En fait, c'est des questions, oui, la réponse se trouve dans le tome 1, mais ça ne gêne pas l'intrigue. Et le tome 3, je vais faire une préquelle pour raconter plutôt les tout débuts de Kanako dans l'armée. Donc, de nouveau, alors il y aura peut-être des gens frustrés, parce qu'il y a certains personnages qu'on ne retrouvera pas, vu qu'ils ne se sont pas encore rencontrés, etc., mais c'est pas grave. Mais donc, a priori, tu pourrais les lire dans l'ordre chronologique, tout comme tu pourrais... Donc, tu peux prendre... Et ça, pour moi, c'est une manière de pallier au fait que je peux pas sortir un livre toutes les années, c'est que il y a pas de cliffhanger à la fin de mon livre. Il y a un... Non, mais après, de toute façon, tu peux pas te forcer à écrire plus vite que la musique non plus. Donc, je pense que de toute façon, après, point. T'as besoin de temps. Il sort quand il sort. Maintenant, je dirais que, encore une fois, si là, tu es en attente de la réponse au moment où on parle, à savoir en mars 2024, donc 11 mois après la sortie du premier, ça veut dire qu'on devrait être... il faut à peu près une année pour... Ça serait pour printemps 2025, ouais, voilà, je pense, début 2025, printemps 2025, 2 ans. Bon, il y a aussi le temps des illustrations. Sandrine peut faire en gros une illustration par mois, à peu près. Parce que là, elle les a pas commencé, les illustrations sur le tome 2. Et il en reste 5 à faire, encore. Mais après, il y a encore la couverture, etc. Donc, de toute manière, on ne sera pas prêt avant début 2025. Mais je pense que les lecteurs, malgré tout, enfin, évidemment, il y a l'impatience, mais je pense que les lecteurs, ils préfèrent amplement qu'on leur propose un ouvrage qui a été tout autant travaillé que le premier et qui a été abouti avec le même soin, parce qu'on sait comment ça se passe quelquefois quand les auteurs veulent surfer sur une espèce de vague du succès du premier tome et sortent un tome 2 qui est fait à la va-vite, et c'est ultra décevant. Donc toi, comment en plus tu t'engages dans une série dont tu ne sais pas, j'ai oublié ta formulation, mais jusqu'à ce que j'en ai marre au logis. Voilà, donc faut quand même tenir sur la distance. Oui. C'est un peu du marathon. Donc je pense que c'est pas choquant. Ils vont t'attendre. J'espère. Je te le souhaite. De toute façon, vous aurez remarqué à quel point je suis discret sur cette histoire de sortir le tome 2 après. Voilà, on ne te dit rien, mais on n'en pense pas moins. Mais non, chaque auteur a son rythme. Exactement. On a posé la question on arrive un peu sur la fin du podcast, on arrive sur peut-être les bilans, ce genre de choses. On a posé la question à Sandrine de savoir ce qu'elle avait tiré de cette collaboration. Et puis en clin d'œil, est-ce que c'est facile de travailler avec Lionel Tardy? Est-ce qu'elle recommencerait la chose? Donc je propose d'écouter un peu sa réponse. Si j'ai un nom de ma maison d'édition en plus, Sandrine qui me dit que c'est casse-pied de travailler avec moi, je vais aller lever les chèvres en Ardèche. Je pense qu'il y aura des conclusions à tirer, effectivement. Bon, écoutons la réponse de Sandrine. Qu'as-tu tiré de cette collab? Est-ce facile de travailler avec Lionel? Recommencerais-tu? Donc, ce que j'ai tiré de cette collaboration, je dirais, d'un point de vue professionnel, artistique, c'est clair qu'en travaillant comme ça sur de nombreuses années, moi, j'ai pu beaucoup évoluer dans mon travail à force de faire. Enfin, je pense que c'est un métier en fait, qui demande beaucoup de pratique et d'années d'expérience. Donc, plus on fait, en général, meilleur on devient. Donc moi je trouve très gratifiant et c'est joli de voir l'évolution que j'ai faite dans mon propre travail au travers des années, que ça devient de plus en plus peut-être précis, mieux maîtrisé. Donc ça en fait c'est quelque chose de très positif en fait que je retire de ça. On a aussi établi des étapes et puis assez claires aussi entre nous notre façon de travailler. Donc je trouve que ça c'est aussi d'un côté professionnel, c'est aussi un avantage en fait, une expérience qui est là et puis qui se peaufine et puis qui devient bien. J'ai aussi beaucoup appris, comme je disais avant, sur le Japon. Donc ça c'est aussi un point que je trouve intéressant. Et puis oui, le travail avec Lionel, je trouve, se passe très, très bien. On a établi un peu nos routines où moi, je lis les textes, je fais une première recherche, un premier draft de plusieurs points, ou du moins déjà noter les passages qui m'intéresseraient d'illustrer. On fait déjà un petit peu un point là-dessus, voir si on est raccord, si c'est bien
si c'est bien espacé dans le roman, etc. Donc on a établi, après moi je démarre sur des croquis, sur des rapides en fait mises en couleur pour donner l'ambiance. Donc toutes ces, avant de faire la version finale. Et puis tout ça, ça se passe de manière très, très fluide. Enfin, je trouve que Lionel me fait aussi beaucoup confiance. Donc je le remercie pour ça. Je dirais que ouais, j'ai quand même un petit peu carte blanche pour pas mal de choses. Donc je me sens pas voilà, restreinte sur des aspects en tout cas artistiques. Puis après, il y a tous les petits détails dont je parlais avant pour que ce soit juste par rapport à la culture ou même à d'autres stades. Enfin, par exemple, le côté aussi militaire que je ne connais pas forcément très bien. Mais du coup, ça permet en fait c'est sur ce genre de choses en fait où on va peut-être faire 2-3 allers-retours. Mais sinon c'est très, voilà, très agréable. Il me fait confiance. Donc c'est assez chouette de travailler comme ça. Donc oui, si c'était à refaire, je referais pareil. Alors on est... Une réponse positive sur 2. C'est pas mal. C'était quand même un peu important. Hein. Il y avait une espèce de suspense. J'ai peut-être perdu mon éditrice, mais j'ai pas perdu mon illustratrice. Je suis sûre que tu n'as pas perdu ton éditrice non plus. Et puis on se rend compte qu'en fait c'est vraiment une collaboration plutôt qu'un mandat que tu lui laisses. Donc il y a cet espace de liberté que tu lui laisses. Je pense que ça t'apporte aussi, puisque cette collaboration, c'est ça qui crée l'objet au final. Et je trouve que c'est intéressant comme réponse aussi. Absolument. Alors on s'est rendu compte qu'on avait oublié de poser une question de Zabouk. Et oublier Zabouk, c'est vraiment très mal. On ne peut pas le faire. Donc ça n'est pas possible. Donc, pardon, Isabelle, excuse-nous. Et on va lui poser la question qu'elle avait posée via les réseaux et qui, au demeurant, est intéressante. Tu as dans ton roman des personnages principaux qui sont quasiment exclusivement féminins. Et est-ce qu'il y a une raison à cela ? Et ça ne change pas dans le tome 2. En plus, un féministe, Alors, Tardy. Écoute, je me souviens quand j'ai joué en 1998 à Baldur's Gate, en fait, une adaptation de Donjons et Dragons sur ordinateur, qui était une adaptation de très bonne qualité. C'était, je crois, le premier jeu... donc c'est pas vrai, j'avais joué à Tomb Raider avant, mais bon, Tomb Raider c'était un jeu d'action, voilà, c'était pas. Puis on est sur des clichés. Ça me rassure, c'est le seul truc que je connais. Tomb Raider, je dis, ok, moi aussi j'y ai joué, je peux participer à cette conversation. Bon, mais fait, c'est des clichés. Vu que c'était un jeu de rôle, première chose à faire, tu dois créer ton personnage. Et en bon Donjons et Dragons, la première chose qu'on te demande, c'est ton genre. Puis je sais pas, moi j'ai cliqué sur femme parce que je me suis dit tiens, je suis un homme donc je vais jouer une femme, ça peut... Bon, on est dans le jeu de rôle. Ce qui soit étant passant dans le jeu ne change qu'une chose, c'est l'apparence de ton personnage. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'il y a une description qui dit que si tu choisis un personnage féminin, ça ne change absolument rien, qui dit que les femmes n'ont pas moins Elles sont pas moins bonnes. Non mais c'est marrant de le voir qu'en 98 quand tu sais quand ça a été fait, il y avait quand même déjà un parti pris, enfin bref. Et puis après j'ai en fait dans la plupart des jeux vidéo auxquels j'ai joué ensuite, les jeux qui offraient la possibilité de personnaliser son avatar, j'ai toujours incarné un personnage féminin. Je fais pareil. C'est devenu c'est dingue. T'as pas un divan parce que il faut qu'on en discute. Mais est-ce que tu sais pourquoi ? Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Mais j'aime bien faire ça, oui. Non, mais il y a des. Je dirais que par rapport à l'expérience de rôliste. Il y a peut-être le côté que si tu incarnes une femme, tu peux essayer de développer d'autres aspects narratifs, d'autres aspects de réponse. Je dirais que ça te questionne plus dans tes interactions lors de l'histoire que lorsque tu écris un homme. Lorsque tu écris un homme, il te suffit entre guillemets de penser comme tu le fais, alors que si tu te mets dans le rôle d'une femme, tu dois faire un effort supplémentaire pour te dire maintenant dans cette situation, comment je me projette. Et en tant que rôliste, donc tu es déjà en train de te projeter dans le rôle d'un elfe, dans le rôle de trucs... ça fait partie pour moi du processus imaginatif. Donc tu t'es pas posé la question en fait, c'était une femme, point. Ouais, et puis après c'est vrai que beaucoup de littérature que j'ai lue, j'ai toujours plutôt affectionné la littérature qui met ou les jeux vidéo qui mettent en scène des héroïnes. J'ai beaucoup ri quand avec un ami on a regardé un animé qui s'appelle Noir, et en fait dans cet animé c'est une héroïne, etc. Et alors elle a
des personnages masculins qui l'accompagnent, mais en fait tous les ennemis qu'elle combat pratiquement, c'est des Japonais en costume de salaryman, en costume 3 pièces et tout, avec des lunettes noires un peu à la Yakuza, et ils servent à rien. Elle en ramasse des vagues, elle les descend. Si tu cherches sur Internet, il y a pas mal de gens qui évoquent cet animé où il y a le concept de l'homme inutile. C'est de la chair à canon qu'on combat. Et ça m'avait beaucoup fait rire à l'époque. Donc finalement, dans le développement, pour moi, c'était logique que Kanako ce soit une héroïne et pas un héros. Alors, de nouveau, c'est une question de cliché. Je pense que le héros véhicule pour moi beaucoup de clichés, le héros masculin. Dans les mondes fantastiques, dans les mondes de peut-être moins la science-fiction, mais quoique aussi. Et tu me diras, les personnages féminins peuvent aussi véhiculer beaucoup de clichés. Mais de nouveau, de prendre un personnage féminin m'obligeait peut-être à... Je sais pas si j'ai réussi à sortir des clichés, je pense pas, je pense qu'il y en a plein dans ce livre, mais enfin bref. Mais ça me force quand même à réfléchir différemment. Oui, non, mais moi je trouve que c'est... alors, en tant que femme, je trouve que ça véhicule une image, une chouette image de la femme. Enfin, c'est elle l'officière, elle commande, son autorité n'est pas remise en question, elle est aussi bonne qu'un homme ou aussi mauvaise dans certaines situations. Enfin, c'est... Après, il y a quand même quelques fois où c'est évoqué le fait que le commandement soit à une femme. Il y a quelques hésitations parfois, au début du roman. Mais est-ce que c'est parce que c'est une femme ou parce qu'elle est jeune officière? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai pas décrit. C'est décrit dans mon univers, mais c'est pas décrit plus que ça dans le livre. A priori, dans le Japon du 22e siècle, il n'y a pas trop de problème de parité. D'accord. À un moment donné, alors, ce qui n'est pas du tout cohérent par rapport à la société japonaise, mais ta gueule, c'est magique. Elle est tombée, dans le jeu elle est tombée, la société japonaise. En fait, la société est tombée, et de toute façon, de facto, il y a la fin du monde. À un moment donné, tout le monde retrousse ses manches et tu ne peux pas t'amuser à te dire oui, mais alors. Non, c'est tout le monde s'y met. Il y a un lissage. Alors, c'est pas cohérent, c'est beaucoup trop rapide, mais peu importe. Les inégalités de genre dans mon monde. Alors, il y a d'autres inégalités. Les inégalités de classe, elles sont bien présentes. Il y en a beaucoup, oui. Donc, les doutes. J'ai plusieurs lectrices qui ont perçu ces doutes avec le regard féministe justement par rapport à l'attitude de Kanako, mais non, en fait c'est des doutes par rapport à sa jeunesse et à son attitude inadéquate dans la situation où ses supérieurs ou ses camarades sont pas d'accord, mais c'est pas par rapport à son genre, c'est par rapport à sa manière d'être ou à son âge. Oui, je suis tout à fait perçue comme ça. Elle a une figure de mentor aussi, que moi j'ai trouvé comme un mentor, ce gars des forces spéciales qui a pas mal d'expérience et qui apprend quasiment sous son aile, même s'il n'a rien à lui apprendre, mais il y a une forme de respect qu'on voit et qu'elle ne recherche pas forcément, mais qu'elle apprécie. J'avais envie d'avoir cette image, de mettre un personnage, parce que dans d'autres mondes, il y avait cette image du mentor plus âgé qui... et à un moment donné, je voulais pas que ce soit non plus un mentor femme, parce qu'à un moment donné, voilà, tu peux pas... Pas que des femmes. Ou alors tu fais une société où il y a plus que des femmes, mais c'était pas le propos. Mais je voulais avoir cette figure du mentor, mais qui est du mentor qui... Il est peut-être parfois, il peut avoir un côté un petit peu paternaliste, mais pas dans le sens paternaliste négatif. Il est bienveillant. Il est bienveillant paternel. Et il est. En même temps, c'est un homme de terrain. Il n'y a pas que ça à faire. Enfin, mais il est là. Et c'est plutôt, il va juger par un regard approbateur, etc. Mais il va pas ouvrir sa gueule. Il va pas. Il y a aussi un respect de l'autorité et de la hiérarchie de l'armée, quoi. Et dans le deuxième tome, il va être extrêmement présent. Le sergent Eizo Atano. Sergent-chef, pardon. Attention. Très bien. Alors, on a, pour un petit peu arriver tout doucement à la conclusion, enfin, pas tout à fait. Si. Bientôt. Peut-être la dernière question de Sophie, de Auteur en Auteur, qui demandait si tu avais des rêves en lien avec l'écriture. Alors j'ai ma petite figurine à la maison, ma petite figurine de Daruma, c'est ces petites statuettes japonaises avec elles n'ont pas d'yeux et tu leur colories un œil pour faire un vœu et ensuite quand tu le veux c'est exaucé, tu colories le deuxième. Donc il y a combien d'yeux dessinés? Pour l'instant il y en a qu'un. Mais on ne sait pas. Non, écoute, je pourrais ressortir la publication que tu as fait sur Insta l'autre jour quand tu évoquais tes débuts d'autrice. Non, mais les rêves irréalistes, on les a tous de
de voir son bouquin tiré à je ne sais pas combien d'exemplaires, d'avoir le téléphone qui sonne et tu vois le mot Netflix qui s'affiche pour qu'on te propose l'adaptation en série. Mais voilà, à un moment donné... Bonjour monsieur Netflix, madame Netflix. Si vous nous écoutez. Alors, la Talente, si vous voulez reprendre la collection, je vous la donnerai pas puisque vous n'avez pas signé. Enfin bref. Ceci dit, Netflix suisse cherche des scénarios. Bah alors il pourrait se documenter là-dessus parce que beaucoup de gens disent qu'il y a un côté très cinématographique, mais bref, on sort du. Non mais je pense à un moment donné, pour être terre à terre et réaliste, c'est simplement que quand le deuxième tome sortira, on se rende compte qu'il y a une progression, que le lectorat grandisse un peu, et puis de pouvoir continuer en fait à échanger avec la micro-communauté que j'ai réussi à créer jusqu'à maintenant. Enfin, voilà. Après, je me fais pas d'illusions. Je pense que tu peux... je peux aussi aller jouer au Rento, hein, mais à un moment donné, tu peux, tout d'un coup, il peut y avoir une émulation qui se fait, puis ça peut... Mais statistiquement, c'est pas là-dessus qu'on est. Donc, si je peux déjà juste... arriver à poursuivre le travail au-delà du deuxième tome, arriver à au moins en faire un troisième pour avoir quand même un tout qui se fait, et puis arriver à continuer à avoir des échanges avec des gens, tu es en salon et puis tu as quelqu'un qui vient puis qui dit j'ai lu le premier, enfin voilà, c'est de pouvoir continuer à vivre ça avec des gens. Je trouve que ce serait déjà pas mal. C'est super raisonnable comme rêve. C'est pas un rêve, c'est ce qui va se produire de toute manière. Enfin, tu fais tout pour, donc tu peux déjà mettre le deuxième œil. À partir de quel moment tu mets le deuxième œil? Comment ne pas être déçu? Oui, tu te protèges. Oui, alors non mais ça je comprends tout à fait. On va gentiment conclure l'épisode. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, as-tu un mot de la fin, Lionel? À part vous remercier pour l'invitation et la discussion hyper intéressante qu'on vient d'avoir, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Mais écoute, c'est nous qui te remercions. C'était vraiment extrêmement intéressant, effectivement, et très très chouette de t'avoir. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci de t'être déplacé au studio du Haut de Plume, qui sont loin dans la campagne. Avec plaisir. Il fait beau aujourd'hui, ce qui est absolument exceptionnel. Et puis, on va conseiller à nos auditeurs de commenter, de poser d'autres questions qu'on pourra faire suivre à Lionel. Éventuellement, il répondra par ses réseaux, pourquoi pas, ou les nôtres. Absolument. Et je pense... N'hésitez pas à effectivement commenter, nous écrire, ou vous abonner au podcast si vous l'avez aimé, et vous abonner également au réseau de Lionel Tardy. C'est vrai, dis-nous, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, justement? Ouais, sur Insta, il suffit de taper Lionel.tardy, tu vas assez vite voir ma tête, et puis c'est marqué auteur à côté. Il y a aussi un compte Kanako Sawada, mais il faut pas je préfère que les gens suivent Lionel Tardy, c'est plutôt là que je vais mettre des trucs. J'ai un compte sur TikTok, mais ça sert pas à grand chose de vous y abonner. Je suis plus un voyeur sur TikTok parce qu'il faut que je vois si les gens postent des chroniques sur Kanako. Okay. Mais Insta, c'est là. Je suis aussi sur Facebook, mais de toute façon, c'est les mêmes contenus qui sont publiés sur les deux réseaux. Okay. Mais sur Insta, c'est là où je suis actif. Et bientôt, lioneltardy.com? Oui, exactement. Mais il faut que je trouve un créneau, un moment. Mais bon, tu as déjà des idées d'articles, donc manifestement, c'est bien construit dans ta tête déjà. Il faut juste que je trouve le temps maintenant. C'est ça. Bon, eh bien, à dans 15 jours, Catherine. Merci Cyril, merci Lionel. Merci Lionel. Thank you.